si tu es OK, mon cher Kerr, on va donc passer tout de suite au visionnage de la semaine. Waouh. Est-ce que tu es d'accord? Non, mais je demande validation. Ah mais complètement. Mais en fait, on est très en avance sur le programme. C'est merveilleux. C'est normal, en fait, vu qu'il y a un tiers des personnes de l'émission en moins. Et donc, alors, attendez, parce que je voulais en profiter pour prendre... Attention. non, les questions. Attention, j'ai peur d'être très effrayé ce soir. Donc, les petites questions. Est-ce que vous ferez des épisodes vidéo sur Iron Fist? Mon cher Kerr, quelle est ta réponse? Bah non. Bah, on l'a déjà fait, Iron Fist. Voilà, mais donc on ne parlera pas plus avant des épisodes d'Iron Fist. On considère qu'on l'a déjà traité. Après, Bah, voilà, on a fait on toute a la terminé saison la déjà. série depuis. Je reste un petit peu dessus, On avait sympatoche. Non mais mais on dessus. avait déjà terminé la série quand on a fait la vidéo. Hein. Oui, mais pas tous les trois. On enquille aucune mention du mariage dans Scène de ménage, scandale. Même sur Europe 1, ils en ont parlé. Voilà, Barons, écoute, j'étais pas au courant, mais ta news est donc passée dans l'émission. Et est-ce que on va, et donc Jean Barbafer, c'est les Barbafer, qui donc nous demande est-ce que on va parler de Thor Ragnarok? Eh bien, on va faire une vidéo spéciale où on va analyser le trailer. C'est beaucoup plus dur à analyser que Justice League parce qu'il y a beaucoup moins d'informations qu'on filtrées. Donc on va en parler. Il y a des images qui prennent vachement de sens quand on fait de l'analyse en image par image. Mais il reste encore pas mal de points d'interrogation. En tout cas, on le fera en vidéo et ce sera donc dans la semaine. Est-ce que tu as vu d'autres questions, mon cher Kerr? Moi, j'en vois une dernière. Jean Jacobin qui dit: tu penses quoi de l'arrêt de Marco Polo? Moi, je l'ai vécu très mal. C'était mon départ, c'était mes adieux les plus tristes dans les Cult and Clicks Awards qu'on avait fait en série, où globalement, je trouvais que c'était la série que j'avais le plus regretté son départ. Voilà. Et ben moi, elle est partie et ça m'a rien fait du tout. C'est bizarre parce que j'ai beaucoup aimé la première saison. Mais j'ai été vraiment déçu par la deuxième. Eh bah écoute, tu es homme d'erreur et on te pardonne, mon cher K. Du coup, comme on répond aux questions, il y a une flopée de petites questions. Santosa, Bigby, vous allez continuer de faire les critiques de Fear the Walking Dead? Si oui, depuis quelle date? Ça, la réponse, c'est Kerr qui nous l'apporte. Mais non, mais pourquoi tu me balances la papate Je te la donne la patate chaude papate, dans mon les cher mains? Kerr. Donne la papate. Hein, depuis que t'as la barbe, on ne sait Alors que plus. dans les faits, on Es-tu ne un sait pas. canidé? C'était la question précédente. Non mais il y a que moi qui suis à jour sur Fear the Walking Dead. Et comme j'ai beaucoup d'affection pour mes amis Bigby et Cardell, je ne pourrais pas leur conseiller de se mettre à Mais jour quel dans Fear the Walking Dead. baratineur. Voilà. Donc, alors, il y a d'autres questions. Oui. Est-ce que tu permets que je fasse un point un petit peu contextuel puisque, Vas-y. en fait, il y a eu... visiblement, il y aurait eu un attentat à l'arrivée du bus de Dortmund pour le match Dortmund-Monaco. S'il y en a qui se posent la question, et c'est possible, j'ai vu sur le chat, le match est reporté à demain 18h45. Visiblement, il n'y a pas de blessés. Enfin, il y a pas... Enfin, voilà. Et du coup, restons sur l'émission, tout va bien. Et voilà. Et puis une pensée bien évidemment pour l'ami Cardell, supporter monégasque. Qui était à Dortmund ce soir. Non, pas lui. On dit Dortmund. Très bien, du coup moi je reprends donc les questions sur le sujet cinéma-série. Quentin Chandelier, toujours prévu la vidéo théorie sur la fin de ZOE. On a envie de la faire, mais on a l'impression que c'est un petit peu passé. Et puis en fait on en a un peu discuté entre nous et on arrive à peu près à la même conclusion, donc je pense que la vidéo ne serait pas extrêmement intéressante car elle n'a pas terminé, je crois, la série encore. Non, Okay. j'attends qu'elle soit en français. Mais t'as les sous-titres? Non mais c'est une connerie, en plus elle est en français sur Netflix. Ok. Alors, est-ce que tu as parlé ensuite... de 13 Reasons... T'as parlé de 13 Reasons Why ou pas? Non, j'en ai pas parlé, mais j'allais en parler dans les visionnages de la semaine. Ok, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on va refaire des vidéos dessus, je ne pense pas. Voilà. En tout cas, on va en parler dans les visionnages de la semaine, ça c'est sûr. Oui, bien sûr.
Est-ce qu'on passe du coup dans nos visionnages et on parle plein de choses? Mais non, arrêtez de dire ça sur le chat. Farfi McCain, c'est assez agaçant. Est-ce qu'on passe au visionnage, mon cher Bigby? Mais je t'en prie, vas-y. Eh ben, c'est parti, jingle visionnage. Dis, puisqu'on parle de jingle, est-ce que tu peux arrêter avec ta souris? Ça fait vachement de bruit. Je touche pas à ma souris? Oui, bah. Ah, si, un petit peu. Voilà, tu vois. Ah, j'ai entendu un clic. Oui, mais si tu veux, je regarde mes visionnages. Ah, bah, Il faut bien. démerde-toi. Moi, c'est sans les mains. Je fais l'émission sans les mains. Eh ben, moi, je vais commencer par un visionnage qui n'est pas un coup de cœur, mais qui aurait pu l'être. Je vous parle bien évidemment de mon visionnage d'hier soir qui est Expendables 1 et 2. Donc les films, vous savez, particulièrement délicats, comédie romantique organisée par Sylvester Stallone, particulièrement bien entouré de tout ce qui se fait de mieux à Hollywood. Donc on retrouve Dolph Lundgren, on retrouve Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris. Enfin, il y a du beau monde dans Expendables. Et notamment Steve Austin également dans le premier. Et j'avais vu les Expendables au cinéma il y a quelques années maintenant. Et je dois reconnaître que le second visionnage d'Expendables, alors que c'est hyper perturbant de parler à son écran d'ordinateur, et ben ce parle à la webcam, nous sommes tes amis. Mais non, mais parle-moi, interagis, troll-moi, fais-moi des clins d'œil, j'en sais rien. Alors, du coup, moi j'ai une question puisque tu me lances. Est-ce que en dessous de ta chemise, tu portes un t-shirt In and Out parce que c'est ton vrai métier, tu coupes des frites pour cette marque de fast-food? Non, c'est une marque de fast-food californien et c'est vachement bon In and Out et j'ai un t-shirt, en effet. L'autre question, c'est est-ce que tu peux ranger le caleçon qui dépasse de ton armoire à droite, de ton truc de box en carton? Je crois que t'as pas fait gaffe, mais t'as un truc qui dépasse. N'importe quoi, j'ose pas regarder. Non, en tout cas, j'étais sûr que tu méritais la Tu veux dire de ma magnifique connector Overwatch, c'est ça que tu veux dire? Avec la statue qui est juste ici? Alors pour les gens qui se posent des questions, quand vous faites un don à Cult & Click, Cardal et moi, on a le droit de bien tout simplement de se regarder l'un l'autre dans le blanc des yeux, mais Kerr peut acheter des collectors à foison parce que, soi-disant, c'est pour travailler sa créativité, ça l'aide d'être dans un... Il se sent plus à l'aise quand il sent l'argent autour de lui. Et donc, mon cher Kerr, quel est ton visionnage de la semaine? Mais c'était Expendables. Et ben figure-toi que tu nous as donné le cast. C'est pas vraiment un visionnage. Alors cette semaine, j'ai vu un film d'1h43. À toi, mon cher Kerr. Mais non, mais j'avais pas fini. Tu me demandes c'est quoi ton visionnage? Je te redis, c'est Expendables. Donc, ce visionnage-là, la première fois, j'ai trouvé ça relativement lambda. Manquant de finesse, mais par contre j'avais trouvé que, bon, ça, vous allez me dire c'est Expendables, hein, bien évidemment, donc mes remarques sont stupides, mais j'ai trouvé que le 2, par rapport au premier qui se prenait quand même beaucoup au sérieux, le 2 joue totalement la carte de la dérision, et ça rend le film vraiment stylé, parce que il y a des clins d'œil qui sont vraiment excellents. Le Chuck Norris qui arrive et qui fait un Chuck Norris fax. On a le yippee de Schwarzenegger, Bruce Willis qui fait du Bruce Willis. Enfin, et du coup, si vous avez envie de passer un bon moment détente, mais alors vraiment détente, hein, plus de cerveau allumé, plus rien, vous êtes une larve devant le canapé, Expendables, c'est un bon moyen de passer une bonne soirée. Le 3, par contre, est catastrophique. Voilà. Tu avais des images, ma chère Daniel, de Expendables. Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes parti? Peut-être je suis tout seul? Allô, ici la Terre? Tout va bien? Bon, bah, du coup, je vais faire un second visionnage vu que Big B n'est plus là. Non, surtout pas! S'ils sont faits avec autant d'énergie, vraiment, alors, on peut est-ce que je peux donner passer un petit message à Rudy Vision? Rudy Vision, ça fait des semaines que tu me dis de regarder le film Morse. Film Morse, si je ne dis pas de bêtises, et si on parle bien du même, c'est un film scandinave qui a été adapté au cinéma aux États-Unis et le titre c'était Laisse-moi entrer avec Chloé Moretz. C'est un film que, donc Morse, je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai beaucoup aimé et j'ai énormément aimé l'adaptation américaine également. Donc ça n'est plus la peine, mon cher Rudy Vision, de me demander de regarder Morse. Je l'ai vu il y a
vraiment beaucoup de... Enfin, il y a un paquet d'années maintenant. Et je te rejoins complètement. Morse et son adaptation Laisse-moi entrer sont deux excellents films. D'ailleurs, j'avais parlé de Laisse-moi entrer dans Cult & Click dans le cadre d'un coup de cœur il y a quelques... On devait être encore sur Gaming. Si vous voulez voir Chloé Moretz dans un vrai bon rôle, c'est dans Laisse-moi entrer. Ce film est excellent et Morse l'est tout autant. Voilà. Bien. Faut enchaîner. Et bien du coup, moi je On vais a un enchaîner. problème de transition avec la distance. Alors, tout à fait. C'est l'angoisse comme j'aime la distance. Alors que pourtant, quand on parle, normalement, il n'y a pas de délai. C'est juste que c'est un lag de cerveau, comme on l'appelle. Donc, Oui. on en était où? On était Bah, au visionnage de la semaine. alors. Pardon? Reconnecte-toi alors. Je ne parlais pas de moi. Donc, on en était où? On était à 13 Reasons Why. 13 Reasons Why, qui est donc une série Netflix qui est apparue comme ça par le plus grand des hasards. Et bien, tout simplement, on en a fait une petite vidéo. À l'époque, on avait vu chacun 2 épisodes. Et comme, eh bien, toujours en week-end où je fais des petits travaux, etc., j'ai tout terminé. J'ai terminé tous The 13 Reasons Why. Et j'ai trouvé que c'était une vraiment très bonne série. Et là où je pense que on se pose toujours la question de est-ce que c'est légitime de faire la critique d'une série qu'au bout de 2 épisodes ou qu'au bout du pilote? Est-ce qu'il ne faut pas toujours attendre d'avoir tout vu, etc. Mais du coup, bah, on ne pourrait jamais faire de critique parce que de voir tous les épisodes, toutes les séries, c'est mathématiquement impossible. Et là, en fait, je pense que tout ce que j'ai dit au niveau des 2 premiers épisodes, c'est une très bonne série qui a quand même des défauts structurels, parce que la manière dont elle est orientée, la manière dont elle est organisée pose des soucis sur la chronologie, pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi est-ce que ce qui se passe en 13 épisodes, c'est pas arrivé en 6. Il y a quelques petits problèmes à la fin, on va dire. Mais je vais pas les spoiler. Donc il y a quelques petits problèmes de sens à la fin, mais à part ça, c'est une série qui marque, qui donne envie de regarder la suite. C'est une série qui est, à mon avis, pour les gens qui sont un peu plus jeunes, qui sont en train de vivre le lycée ou le collège, etc., c'est une série qui est même un peu utile, je pense, parce que ça permet de relativiser les choses. Et elle est particulièrement bien jouée, vraiment de tout le cast. Donc une série très intéressante. Si vous ne savez pas de quoi cette série parle, c'est une adolescente qui s'est suicidée il y a quelques semaines. Et donc évidemment, tout le lycée est en deuil. Et un jour, une personne donne un paquet de cassettes à Clay Johnson, qui est donc le héros. Et en fait, dans ces cassettes, la fille va expliquer une cassette à la fois les 13 raisons. Donc il y a 13 cassettes, les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Chaque cassette ne parle que de une personne et explique en quoi cette personne a été responsable de son suicide. Et Clay, du coup, recevant ces 13 cassettes, eh bien, sait que son nom va apparaître, mais il ne sait pas ni pourquoi ni comment il aurait pu participer au suicide de cette fille. Voilà. Et je pense que le pitch est intriguant. Si le pitch vous intéresse, la série vous intéressera. C'est vraiment une très bonne série de ce point de vue-là. Mon cher Kerr, je t'en prie. Vas-y. Et alors juste petite remarque comme ça pour le chat, c'est bel et bien dans Expendables 2 Schwarzenegger qui utilise la réplique de Bruce Willis de Die Hard. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé parce que voilà, c'était un des nombreux clins d'œil d'Expendables au cinéma de notre jeunesse. Eh ben, tu m'as donné envie de regarder la suite quand même de 14 Reasons Why, et notamment toi et aussi les nombreuses personnes qui ont commenté notre vidéo, qui nous ont dit d'aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui ont été beaucoup marqués par cette saison 1. D'ailleurs, si j'utilise le terme de saison 1, c'est que l'auteur de 14 Reasons Why aimerait bien faire une saison 2. Il a annoncé aujourd'hui. Et du coup, s'il y a autant de gens qui en disent du bien, je pense qu'il faudrait que j'aille un petit peu plus loin que les 2 premiers épisodes. Bien évidemment, mais encore une fois, on ne juge pas une série sur si peu, surtout quand c'est une série Netflix. Parce que la série Netflix, alors c'est là, une saison entière.
il y a bien des séries qui n'ont aucun sens à avoir une saison 2, mais alors là, je trouve que ça n'en a ridiculement aucun sens. C'est une autre fille du lycée va magiquement se suicider aussi, ou un garçon, et lui aussi va faire 13 cassettes parce que c'est trendy en ce moment. C'est hyper chelou quand même de vouloir faire une Oui, saison oui. 2 Non, mais je sur ne un sais pas, format qui est je sais pas aussi... du tout. Hmm. Quoi? Je ne sais pas du tout comment ils peuvent le faire, par contre. Bah écoute, j'espère que ce sera autre chose parce que s'ils partent sur la logique, t'imagines la catastrophe que ce serait de dire visiblement je n'ai plus internet, ce qui est bien dommage. Et parce qu'internet c'est quand même vachement utile quand on fait du live. Et donc Moi, au je final, t'entends encore, donc. Sur oui, non Internet. mais vous m'entendez, mais c'est je ne vois plus le chat là, donc ça m'embête. Bref, et donc du coup, j'aimerais vraiment pas du tout que ce soit dans une logique un peu à la Scream où en fait quelqu'un s'est inspiré, il l'a fait, parce que ce serait avec le suicide de jeunes adolescents. Je trouve que ce serait assez dangereux en fait comme outil scénaristique. Mon cher Kerr, c'est ton visionnage, je t'en prie, prends-le, fais-en, tiens, embrasse ton visionnage du bout des doigts et du bout des lèvres, Et ben alors du moi bout je de vais la vous parler d'une barbichette. autre série et j'en ai déjà parlé cette année. C'est une série qui a commencé en janvier. C'est un spin-off d'une série dont on a trop peu parlé en France et nous on en a parlé dans Q-Technique parce que c'était une bonne série mais une série que l'on trouvait fort sous-estimée. C'était The Good Wife et son spin-off c'est The Good Fight. Une série donc dans le cadre judiciaire. On suit en fait un cabinet d'avocats dans The Good Fight, c'est un cabinet d'avocats afro-américains. Ils sont tous afro-américains et ils revendiquent cette identité-là. Et en fait, ils recrutent un personnage de The Good Wife qui est. Zut, je sais pas son nom, hein, d'habitude je le connais tout le temps. Interprété par Christine Baranski, Diane, voilà, Diane Lockhart, voilà, excusez-moi. Diane Lockhart donc arrive dans ce cabinet, je ne vous dis pas pourquoi, et elle emmène avec elle Rose Leslie, alias Ygritte de Game of Thrones, qui est une très jeune avocate qui fait ses premiers pas dans le monde professionnel en tant qu'avocate. Et on va donc suivre ce groupe avec un nouveau casting. Et ben, en fait, The Good Fight est pour moi très au-dessus de ce qu'était The Good Wife. C'est même pas comparable. L'immense force de The Good Fight, c'est qu'elle est très très bien écrite. Alors vous allez me dire The Good Wife aussi. Elle est très bien interprétée, The Good Wife aussi. Mais là où elle est encore meilleure, je trouve, que The Good Wife, c'est qu'elle est encore plus que jamais, plus que n'importe quelle série actuelle. Et j'ai même envie de dire, à l'exception peut-être de South Park, c'est peut-être la série la plus ancrée dans l'actualité que j'ai pu voir. Il n'y a pas un épisode où il n'y a pas un sujet qui aborde, qui tourne autour de Donald Trump par exemple et des conséquences de son élection. Donald Trump est au pouvoir depuis janvier, je dis pas de bêtises, oui janvier. Euh, et The Good Fight l'aborde déjà dans des épisodes qui sont en plus très politiquement incorrects. Le rejet d'une personne afro-américaine parce qu'elle a voté Donald Trump, comment la censure dans les médias américains parce que Trump gère les subventions, les conséquences que peuvent avoir des tweets de Donald Trump en direct sur une cour de justice. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, et en plus ça n'aborde pas que les questions autour de Trump, ça aborde aussi les questions de violence policière aux États-Unis envers les Noirs, etc. Enfin, moi je trouve cette série mais fascinante parce que tout y est bon. Son sujet, ses acteurs, ses personnages, tout. Enfin, vraiment, et The Good Fight, pour moi, c'est la très très belle surprise de ce début d'année 2017, mon cher Bibi, en termes de série. Pour l'instant, je n'ai vu que les 5 premiers épisodes, mais vraiment, j'ai pris mon pied sur les 5. Bah écoute, on est content d'apprendre que tu prends ton pied et j'ai envie de dire, on va en profiter. Regardez-moi ce sourire. Regardez. On a l'impression qu'il a un vibreur sur ses fesses. Et donc du coup, eh bien, on va tout simplement passer à une petite page de pub. Et juste après, je vais parler de mon visionnage de la semaine. Je parle évidemment de la saison 2 de Supergirl que j'ai regardé en intégralité sur les dernières semaines où nous ne pouvions pas en parler. Ah. Et eh bien, j'ai deux
des choses à dire. J'ai un message à faire passer à propos de Supergirl, mais on en parle tout de suite après la page de pub. À tout de suite. Alors, j'en On est autour de étais qui? à Supergirl, si tu veux. Est-ce que Ah Daniel, tu peux juste monter le oui! son de ce qui s'appelle retour pour que j'ai plus sur la console son, pour que je puisse entendre notre ami Pierre, parce que là, je ne l'entends point. Et évidemment, bonjour au chat. On en était où? On était à Supergirl. Supergirl, une série DC Comics qui est donc adaptée et bien tout simplement en série télévisuelle. Et Supergirl donc est la petite sœur de la série Arrow. Et je sais plus si, je crois que Supergirl est venue après Flash. C'était Arrow, Flash, Supergirl et le pinacle créatif qui est Legend of Tomorrow. Car on entend tout à fait ton clavier. Donc, on a été où? Eh bien, on en était à Supergirl. Supergirl a vu une première saison plutôt nulle. Et en fait, la série, à de très nombreuses reprises, nous faisait comprendre qu'elle avait du budget pour faire des effets spéciaux. C'est juste que du coup, ils n'avaient pas pu payer en temps plein les scénaristes. La saison 2 donc, est arrivée. J'ai préféré attendre parce qu'il était important de tout simplement ne pas faire une critique qui pourrait être injuste d'une série de cette taille-là, de cette grandeur-là, si je n'avais pas vu l'intégralité des épisodes diffusés. Et évidemment, eh bien, j'ai été capturé par les agents de DC qui m'ont attaché avec ces trucs absolument atroces qu'on met dans les yeux pour nous empêcher de les fermer. Et j'ai vu l'intégralité donc, de la saison de Supergirl. Et j'ai envie de dire, que dire quand on est comme ça, face à l'abîme, quelque part, cet appel du vide nous fait penser vraiment. On réfléchit à la mort, on réfléchit à l'amour, on réfléchit au sens de la vie. Et cette série est importante parce qu'au fond, on oublie là tout de suite de nos jours, tous les jours, tout va vite. Il y a Twitter, il y a en permanence des vidéos qui sont sur YouTube. On va regarder ses abonnements, on va regarder son flux Twitter, son flux Facebook, on va parler à ses copains, etc. Et cette série réapprend l'ennui. Elle rapprend qu'en fait, c'est important de savoir s'ennuyer parce que c'est dans ces moments d'ennui, c'est dans ces moments où en fait on prend le temps que eh bien on peut se poser des questions importantes sur la vie. Et vraiment, je trouve que Supergirl est une série qui est importante, quelque part qui est même vitale et qui est une série utile dans cette période d'élection parce qu'elle nous permet comme ça de réfléchir à la vie. Et donc en fait, si on parle maintenant de l'œuvre créative qui est Supergirl, mais Supergirl, bon, ok, on a une demoiselle qui donc du coup est censée être l'égale de Superman. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Saison 2, on maxe le budget, on est des fous, hop, on fait apparaître Superman. Et donc on a peut-être l'incarnation la plus pourrie que j'ai jamais vue d'un Superman. Quelque part, on se dit que les millions de personnes qui sont arrivées comme ça, d'immigrés qui sont arrivés en Allemagne, eh bien peut-être que parmi eux, quelqu'un donc a gagné le rôle de Superman à la loterie pour jouer avec Supergirl. Donc on voit Rasputin le Romanov donc à droite qui est donc en train de jouer Superman. Vous ne rêvez pas. Il est à la fois aussi musclé que j'ai envie de dire que Kerr ou moi-même, donc une masse de muscles impressionnante. Et ça rappelle cette logique de dire, mais si Superman est capable de tout, s'il est extrêmement fort, eh bien, du coup, il ne sera jamais musclé parce qu'il n'y aura jamais de truc. Il ne va pas pousser des planètes pour faire des pompes. Et la série, vraiment, est très méta et elle a réussi à réfléchir comme ça. C'est une série qui nous prend toujours à revers. Il y a une enquête, un alien a été tué, une alien a été tuée, et au final on découvre qu'un personnage du cast en fait eh bien, était sorti avec elle et amoureux, et donc du coup Supergirl ne va pas sauver quelqu'un, elle va tout simplement sauver l'amour. Et c'est ça qui est important à chaque épisode, Supergirl sauve l'amour. Et j'ai même envie de dire, je suis peut-être un peu dur parce qu'il y a un épisode où Supergirl sauvait l'espoir. Et quand on a des enjeux comme ça dans sa vie aussi importants, moi, on travaille tous les jours, on a des trucs à faire. Supergirl, elle sauve l'amour, elle sauve la paix et l'espoir. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? On peut rajouter que son costume est complètement naze. Peut-être, mais regardez celui de Flash. Il est encore pire.
Donc, est-ce que on ne peut pas pardonner à Supergirl d'être Supergirl? Est-ce qu'on peut pardonner à ces auteurs de juste prendre le chèque, de prendre l'argent? J'ai envie de dire, bah peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que Supergirl devrait laisser sa place et que... Moi, j'ai envie de dire, là, tout de suite dans le chat, je vous pose une question. Est-ce que, est-ce que vous préférez qu'on annule entièrement toutes les saisons de Supergirl et vous avez un épisode de plus de Westworld ou de Game of Thrones? Toute la production de Supergirl, toutes les idées, tous les effets de réalisation contre un épisode de Westworld. Un demi-épisode de Westworld. Moi, 5 minutes de Westworld, je prends. Donc, globalement, Supergirl, c'est une série que je ne vous recommande pas. Voilà, sauf si vous allez trop vite dans la vie et vous avez besoin de prendre du temps pour vous faire chier. Là, la série est incroyable. Enfin bref. Et là, c'était un lendemain de soirée. Ils en avaient un peu déconné sur le tournage. Et voilà. Bref, mon ami Kerr, est-ce que je t'ai donné envie de regarder cette série de qualité? Je pense que oui. Non. Non, pas du tout. Et moi, du coup, j'enchaîne et je vais vous parler d'un autre visionnage. Alors, Daniel me dit cette que tu aurais fois, un vibreur. Excuse-moi de te couper, mais Daniel, la réalisation, nous dit que tu aurais un vibreur. Donc, c'est soit ton téléphone, soit le truc qui est dans ta table de chevet. Mais il y a un truc qui vibre beaucoup, visiblement. Oui, ça arrive parfois, oui. Mais je l'ai mis de côté. Mon visionnage de la semaine, c'est Into the Badlands, qui est une série de AMC. AMC, la chaîne de The Walking Dead. Into the Badlands, on avait déjà parlé l'année dernière. Quelle est l'histoire d'Into the Badlands, qui a débuté il y a quelques semaines sa seconde saison? Et ben en fait, il y a eu visiblement l'apocalypse. L'humanité s'est réorganisée, et notamment, elle s'est réorganisée aux États-Unis autour de barons qui ont des grands territoires, ce qui fait un petit peu penser au découpage de Old Man Logan que tu avais fait dans une excellente vidéo, mon cher Big B. Les barons dirigent un territoire, les armes à feu sont proscrites, donc il faut bien se battre. Du coup, la logique, l'évolution, c'est qu'on se tourne tous vers le kung-fu. Les survivants se battent comme des dieux, comme des Bruce Lee en puissance. Et on suit dans cette série le héros dont j'ai complètement zappé le nom. Je vais mettre la fiche IMDB tout de suite, donc vous allez probablement entendre mon clavier vous arracher les oreilles, et j'en suis particulièrement navré. Donc le héros Oui, de tu la t'en série, fous. c'est Sonny, voilà. C'est Sonny, et en fait, Sonny bosse pour un baron, il va lui arriver, donc il s'appelle Queen, et il va lui arriver diverses aventures, notamment en rencontrant un jeune homme qui s'appelle MK et qui a des pouvoirs, car après l'apocalypse, figurez-vous, il y aura donc des pouvoirs, des choses fantastiques qui se dérouleront un petit peu partout, outre le fait que votre grand-mère se prendra pour Jet Li. Et ben la saison 2 a commencé, mon cher Big B, et ils ont rajouté un, un personnage secondaire de poids, puisqu'il y a Nick Frost de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde, c'est ça le dernier pub, hein. On confond pas avec le... Oui, c'est le dernier pub, le film. Ouais. Donc Nick Frost, qui est un super acteur et qui a un rôle régulier dans la saison 2. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de cette saison 2 parce que du coup ça vous spoilerait complètement la saison 1, ça serait dommage. Juste pour vous dire que la série a franchi un cap dans le what the fuck ultra jouissif. Elle est allée très très loin. Et voir un épisode d'Into the Badlands aujourd'hui, c'est vraiment un énorme pied. Ça fait partie du plaisir que pouvait nous donner à l'époque Banshee. Avant la saison 4, les 3 premières saisons de Banshee, moi je trouve qu'il y a du Into the Badlands dedans. Alors l'univers est complètement différent, mais c'est une série où on ne se prend pas la tête, qui essaye quand même de nous raconter quelque chose et qui le fait, je trouve, bien, et qui le fait avec un style énorme. Enfin, le premier épisode de la saison 2, il y a des gros plans, il y a sur des personnages pendant qu'ils sont en train de faire des pirouettes dans tous les sens. Il y a des images au ralenti qui font extrêmement cliché, mais ça passe vraiment bien dans Into the Badlands, parce que cette série ne se prend pas au sérieux, et du coup, elle n'a aucune limite.
Et c'est vraiment, vraiment plaisant. Donc moi, je vous invite tous à regarder Into the Badlands. Voilà, j'ai terminé. À toi Paris. À vous, Michel, à vous. Donc on en était où? On était donc au visionnage. J'ai vu Into the Badlands et je plus Wacker. C'est vraiment très sympa. La réalisation est extrêmement réussie. C'est une série qui a la patate et c'est rare en fait une série de kung-fu comme ça. Enfin, je n'ai pas vraiment d'autres exemples de séries qui, alors à moins qu'on compare ça à Iron Fist ou du coup peut-être un peu Daredevil. Et je trouve que les combats sont beaucoup plus réussis dans Into the Badlands que Ah dans Iron oui, Fist. ah oui, ça n'a rien à voir. Et même que dans Daredevil. Hmm. Dans Daredevil, je sais pas. Moi, je préfère Daredevil. Il y a... Non, il n'y a qu'une seule personne qui se bat mieux au kung-fu à l'écran que dans Into the Badlands. C'est Jason Statham dans Expendables 2, dans la chapelle. Mais Jason Statham, il est plus fort tous les jours, de tous les moments, de toutes les Mais secondes. Mais on devrait parler plus souvent de Jason Statham. Mais vraiment. Quel D'accord. est ton film préféré de Jason Statham? Mon film préféré, Est-ce que c'est bah, Hypertension? On m'a dit de je regarder dirais, Hypertension. moi j'aurais dit Snatch, mais c'est pas le Oui, film ne tourne oui, pas non, sur lui, bien mais sûr. celui dans lequel il joue. Moi, je préférais Snatch. Et après, j'avais trouvé ça plutôt pas mal The One avec Jet Li. Mais encore une fois, c'est pas lui qui a le grand rôle, c'est un acteur secondaire. Et il y a Rogue, l'affrontement avec Jet Li et Jason Statham. Et en fait, il faudrait que je regarde. J'hésite entre regarder Hypertension, parce qu'il y a Karim Debache qui en avait parlé dans une vidéo et c'était excellent, ou, aide-moi, Rogue. Donc si le chat peut nous conseiller un très bon film de Jason Statham pour qu'on passe une bonne soirée, ben voilà. Ok. Donc on était où? On Les était. transitions, c'est dur, hein, ça met des froids. On était où? Donc on va enchaîner. Moi je voulais parler du samouraï gourmet. Qu'est-ce que c'est samouraï gourmet? En français, je crois que ça se prononce samouraï gourmet. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est une série que j'ai pu découvrir sur Netflix. Et c'est une série sur. J'ai lu le pitch. Un homme âgé qui arrête, qui rentre en retraite, grâce au courage d'un samouraï, apprendra à découvrir la bonne bouffe. Je me suis dit, c'est forcément pour moi. Et donc, du coup, eh bien, la série ne ment pas. C'est un personnage retraité. Donc, ça va à une vitesse piano, comme on dit. Je pense vraiment que c'est la série la plus lente que j'ai pu voir. Je pense même que Derrick va plus vite. Donc, c'est piano, les mecs. Hein. C'est une série de 30 minutes. 25-30 minutes suivant les épisodes. Il y a du coup à peu près cycliquement la même histoire. Le papy a envie de faire quelque chose dans la vie. Donc globalement, le premier épisode, il a envie d'accepter. Donc c'est au Japon évidemment. Donc il a envie de s'accepter lui-même et d'accepter de boire une bière le midi. Et donc son premier combat est de s'en fiche du regard des autres et de prendre une bière froide à midi. Et donc l'épisode va comme ça montrer pendant 10 minutes comment est-ce qu'il va trouver le courage en lui de commander une bière à midi. Et il aura des visions de ce samouraï, de ce Ronin qui, lui, n'a peur de rien, boit du saké à midi et donne des coups d'épée à tout le monde. Et vous ne verrez jamais de coups d'épée. Ne faut pas déconner quand même. C'est juste que tu verras un mec qui est habillé comme à l'époque, où tu vois le fait qu'il soit chauve, tu vois limite le latex qui se décolle. Donc globalement, il parle très fort et il fait peur aux gens. Et du coup, le petit vieux, il fait: oh là là, si j'étais comme ce hooligan japonais, j'aurais le courage de moi aussi boire une bière. Et à la fin, surprise, il boit une bière. Voilà, fin de l'épisode. Je me suis fait chier. Ne regardez pas Samouraï Gourmet. Je comprends pas comment le film avait un classement de ouf dans Netflix. Il était à 5 étoiles sur 5. Enfin, c'était n'importe quoi. Si vous avez déjà regardé, moi, faut m'expliquer quoi. J'ai pas compris. C'était tellement nul, j'ai pas compris. Et pourtant, j'aime bien les séries japonaises, mais alors là, de voir ce petit vieux qui est en extase de ouf parce que donc l'épisode 2, c'est parce que en fait, il mange
Alors, c'est un udon, je crois, qui est absolument dégueulasse. Et il rentre et sa femme lui fait un udon qui est génial. Voilà, fin de l'épisode. J'ai pas compris. Donc, si je vous ai spoilé, j'en suis désolé, mais en fait, j'ai pas compris où était la mécanique d'intérêt. Donc, je ne sais pas. Samouraï Gourmet est une énigme. Mais euh, moins pire que l'énigme de la série d'après. Mais je te passe la parole, mon cher Car. Est-ce que je t'ai donné envie de découvrir cette série, Samouraï Gourmet? Pas des masses, non. Pas des masses. De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Bah écoute, j'ai pas trop d'idées. Euh, Bah, tu avais Allez, d'autres visionnages. oui, j'ai vu Split cette semaine. Split, qui est un film de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, c'est un réalisateur que j'appréciais énormément au début des années 2000. Pourquoi? Parce que c'est le monsieur qui a fait Sixième Sens, donc en janvier 2000. Il a fait Incassable en décembre 2000. Il a fait Signe, il a fait Le Village. Ces trois premiers films, pour moi, Signe, Incassable et Sixième Sens, ce sont des films que j'aime énormément. Même signe, hein, même si beaucoup de gens défoncent le film avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix, j'ai envie de vous dire, mais frappe Meryl, frappe. Le village, bon, on commençait à être un petit peu habitué à la mécanique de M. Night Shyamalan. Et puis après, M. Night Shyamalan a eu un problème, c'est qu'il se croit particulièrement beau et doué. Et du coup, il a tourné ses films suivants en se regardant le nombril. Et il est allé dans le mur. Phénomène était une catastrophe. On a l'adaptation d'Avatar qui était ratée aussi, After Earth. Et même il y a 2 ans maintenant, il a fait The Visit qui avait été apprécié par le public et les critiques. Moi j'avais trouvé assez décevant finalement. J'ai trouvé que c'était un petit Shyamalan, un petit peu mieux que ce qu'il nous avait habitué à faire dans ses derniers films, mais encore une fois très faiblard. Et là arrive Split. Et Split, je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler sans spoil. Du coup, je vais quasiment pas vous en parler et je vais faire très attention à ne pas spoil. Pourquoi? Parce que Split, c'est quoi? Déjà, on suit donc le personnage, enfin les personnages interprétés par James McAvoy, qui est un schizophrène qui a 23 personnalités. Il est suivi par une vieille psychologue et un de ces personnages kidnappe trois demoiselles qu'il enferme chez lui. Et donc toute l'idée c'est du film, c'est de est-ce qu'elles vont s'en sortir, que cache réellement James McAvoy. Enfin voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur le film. Et en fait, j'ai trouvé que Shyamalan avait fait mieux que d'ordinaire. Notamment, j'ai trouvé en termes de mise en scène, on retrouvait un petit peu ce qu'il avait réussi à faire dans ses trois premiers films. La musique énormément, mais tout s'explique. Et voilà, donc j'ai passé un moment entre la satisfaction et la douleur parce que je me suis quand même assez souvent ennuyé dans Split. Par contre, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais les 15 dernières secondes du film m'ont mis un coup de boule comme rarement un film avait mis un coup de boule. Alors, il s'y passe pas un truc extraordinaire, mais il y a un clin d'œil qui est excellent et qui fait que, avec ce clin d'œil, pour moi, Shyamalan a donné des signes de vie. Le Shyamalan de Sixième Sens, Incassable Signe, il a donné des signes de vie et j'en étais plus que satisfait. Alors, je ne peux vraiment pas vous dire pourquoi ça m'a autant touché. Je pense que je pourrais vous le dire plus tard. Mais moi, j'ai été, enfin, je vais vous le dire sans vous le dire, j'ai été particulièrement fan de ces trois premiers films. Et la fin de Split m'a énormément parlé et j'ai vraiment pris un coup de boule. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, je respirais plus, enfin, j'étais pas non plus inconscient, mais j'étais là un peu tétanisé devant la télé. J'ai été très étonné par cette fin. Voilà, mon cher Bigby. Eh ben écoute, moi tu m'as donné envie de le voir ce film, même si à un moment je me suis jeté sous la table pour ne pas entendre quand tu as parlé de la fin, parce que j'avais peur qu'il y ait un spoil violent qui arrive.
Mais Non, heureusement, non, j'ai bien entendu. j'ai fait attention. C'est vrai ça? Ah oui, j'ai fait attention de pas spoiler. C'est vrai, ouais? Oui, oui. Donc, on en est, oui, il est 21h20, donc on va enchaîner. Moi, j'ai une dernière série que j'ai pu voir qui s'appelle, enfin une avant-dernière série, qui s'appelle Ibana Park. Qu'est-ce que Ibana Park? C'est également, je suivais les recommandations Netflix les unes à la suite des autres, et donc après Samouraï Gourmet, qui donc était une série qui a changé pas loin ma vie, eh bien, il y avait Ibana Park qui était conseillé, série humoristique japonaise. Et alors là, donc, je me dis, mais Japon, humour, j'aime rire, j'aime le Japon, c'est pour moi. Donc, je clique sur cette série. Et là, je vais pas faire mon travail de recommandation. Je vais demander au chat s'il y a des gens qui l'ont vu. Je n'ai rien compris, mais c'était cosmique. Donc on est en train de suivre l'histoire d'une personne, d'un acteur qui veut devenir un humoriste professionnel, et il rencontre quelqu'un qui est humoriste professionnel depuis des années mais qui n'a jamais percé. Et la série, donc qui jusque-là pourrait avoir du sens. Alors j'ai vraiment, alors, je vais vous donner un exemple. Ils se parlent et ils font mais qu'est-ce que tu penses de la vie, etc. Mais la vie c'est pourri, c'est comme si j'étais sous un pont. Mais en fait là-bas la carotte est verte. Et là il y a un silence. Ils se regardent, ils font ce jeu de mots était, je le qualifie d'excellent parce que en fait tu mettais une métaphore de la vie dans la carotte et c'était incroyable. Merci, merci maître. Et il passe à autre chose. Et j'ai rien compris. J'ai pas compris une seule image. J'ai pas compris en quoi c'était marrant. Et donc le truc c'est que du coup, à tout le temps, ils arrêtent pas de faire des trucs qui sont censés être des vannes. Moi j'ai l'impression que c'est des haïkus poétiques ou que c'est juste quelqu'un qui a un AVC. Mais en fait, l'autre il fait ah c'était vraiment extrêmement drôle. J'avais l'impression de regarder Malès TV, la série. C'était super bizarre. Donc, j'ai rien compris à Ibana Park. Si vous avez un humour que les gens ne comprennent pas, ou si vous êtes arrivé sur Terre et vous vous planquez des Men in Black et que vous cherchez une série à regarder, c'est sans doute cette série est parfaite pour vous. Moi, personnellement, j'ai rien compris. C'est la première fois qu'une série me fait ça. Toutes les actions ont du sens, mais ce qu'ils disent n'en a aucun. J'ai vraiment, je ne sais pas. Est-ce que cette série est en fait tellement méta que c'est pour se foutre de la gueule du spectateur qui ne va pas comprendre ce qu'ils vont dire et en fait c'est une blague du coup entre eux? Je ne sais pas, mais j'ai rien compris. Cette série, c'est un petit peu comme une série qui te picore le cerveau et en fait quand tu en repars, tu te sens plus vraiment complet. Elle est partie avec une partie de ton cerveau. Donc, je vous invite à la regarder pour savoir ce que vous en pensez ou pour savoir si vous avez trouvé un sens. N'hésitez pas à me contacter sur mon compte Twitter, mais j'ai rien compris. Mais cette série, Ibana Park, regardez-la, parlons-en. Ça se trouve, au fond, c'était un moyen exutoire pour quelqu'un de ne pas se suicider. Je ne sais pas quel est le sens de cette série, je ne sais pas quelle est la raison. Il doit y en avoir une, je suis sûr qu'il y en a une. C'est une production Netflix Japon, donc c'est leur Marseille japonais. Je ne veux pas croire que cette série est à ce point-là nulle parce que, vous allez voir, il n'y a aucun de leurs dialogues qui a du sens. Ça n'en a aucun. Donc, regardez Ibana Park et venez m'en parler sur Twitter. C'est trop bizarre. Donc, mon cher Kerr, je t'invite à regarder Ibana Park et comme ça, tu pourras toi aussi me faire des vannes que je ne comprendrai pas. Ok. Let's go!